Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la modulation et de la démodulation en électronique. On va commencer par la première partie, donc la nécessité de la modulation. Pourquoi on a besoin de la modulation? Alors il faut savoir d'abord que la voix humaine, c'est-à-dire notre voix, a une fréquence qui est comprise entre 100 Hz et 7500 Hz. C'est-à-dire que notre bouche va produire un son d'une fréquence qui est comprise entre 100 Hz et 7500 Hz. Alors maintenant, supposons que, par exemple, je suis dans un point A et, euh, et je veux transmettre, par exemple, un message vocal, c'est-à-dire ma voix, au point B qui est distant de quelques kilomètres. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord, donc on va parler dans un micro, par exemple. Donc je parle dans un micro, donc voilà, donc je vais envoyer une onde sonore, donc c'est ma voix qui va être transformée par ce micro, donc le transducteur, en un signal électrique. Et ensuite, ce signal électrique va être transformé en une onde. Donc il va être transformé en une onde électromagnétique à l'aide d'une antenne. Et donc cette antenne va envoyer l'onde électromagnétique qui peuvent donc voyager à la vitesse de la lumière, donc 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde jusqu'au récepteur. Et donc le récepteur, il a aussi une antenne qui va recevoir donc ce message. Le problème, c'est que si on calcule donc la longueur d'onde lambda de ce signal électromagnétique, sachant que par exemple pour une voix de 1 kHz, donc 1000 Hz, donc la longueur d'onde correspondante, ça sera lambda est égal à c fois t. Et donc c, c'est 3 fois 10 à la puissance 8 fois la période qui vaut 1 sur 1000, donc 10 moins 3. Et donc on trouve 300 km. Donc ça veut dire que la personne qui est en B, il lui faut une antenne d'un diamètre de 300 km pour capter cette onde électromagnétique. Ce qui est impossible à réaliser dans la vraie vie. Donc là, les physiciens et les ingénieurs, ils ont réfléchi à une méthode, c'est de prendre en fait, donc on va reproduire cette chaîne, donc on va prendre le signal, donc la voix, voilà, qui va être transformé en un signal électrique de fréquence par exemple, de fréquence de 1 kHz. Et ensuite, ce signal, on va essayer de le multiplier. Donc on va utiliser un multiplicateur. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un multiplicateur. Pour l'instant, admettez que ce multiplicateur, c'est juste une boîte noire qui va prendre un signal de départ, c'est le signal de 1 kHz, et qui va le multiplier par un autre signal d'une fréquence, par exemple, on va prendre par exemple 1 MHz. Donc c'est juste un exemple, 1 MHz. Et donc il va produire un autre signal de sortie qui va être, lui, de fréquence 1 MHz. Ensuite, l'antenne elle va donc transmettre cette onde électromagnétique à une fréquence de 1 MHz. Et maintenant, si on calcule la longueur d'onde, qui vaut donc la vitesse de la lumière, donc c'est 3, donc 3 fois 10 à la puissance 8 fois 1 MHz, donc fois t, 1 sur 10 à la puissance 6, c'est 10 moins 6. Et donc on va trouver à peu près 300 mètres. Donc 300 mètres, c'est réalisable. C'est-à-dire que lui en B, bon, même si 300 mètres, ça reste très grand, mais bon, il y a des, voilà, c'est mieux que les 300 km. Donc voilà l'intérêt en fait de la modulation. En fait, la modulation, c'est que on est obligé de multiplier le signal de départ, notre voix, par un signal qui a une fréquence qui est très grande,
c'est dans le but de réduire la longueur d'onde pour que ça soit physiquement recevable par le récepteur en point B. Alors, cette méthode est utilisée pour envoyer les ondes radio, donc les ondes radio, ou ce qu'on appelle aussi les ondes hertziennes, parce que Hertz, c'est le premier qui a donc qui a envoyé c'est-à-dire qui a créé une onde hertzienne, c'est une onde électromagnétique qui qui donc qui vérifie les équations de Maxwell dans le vide. Alors maintenant, il faut savoir que la première transmission radio, ça a été depuis la Tour Eiffel. Donc la Tour Eiffel a envoyé le premier signal radio dans le monde d'une distance de 40 km et qui a été capté par l'autre récepteur. Alors maintenant, il faut savoir que les modulations, il y en a trois types. Il y a la modulation d'amplitude, il y a la modulation de fréquence, il y a aussi la modulation de phase. Mais nous, dans ce cours, on va rester dans le programme des prépas, on va s'intéresser à la modulation d'amplitude. On va voir que la modulation de fréquence, c'est ce qui correspond au FM, donc les radios FM, amplitude c'est AM. Donc par des fins pédagogiques, donc on va se limiter à la modulation d'amplitude parce que c'est facile mathématiquement et pédagogiquement. On verra que la modulation en fréquence, il est il est plus sophistiqué si c'est en amplitude. Donc on va commencer par la modulation d'amplitude. Alors, modulation d'amplitude. Alors pour la modulation d'amplitude, il faut savoir que là, on s'intéresse à l'amplitude de signal de départ. Donc là, on va garder la fréquence constante, mais c'est l'amplitude qui va varier en fonction d'un temps. Donc là, on va supposer donc soit par exemple S de t. Donc là, faut faire attention aux notations parce que parfois le S de t, je vais l'appeler le tension de sortie, parfois la tension d'entrée, parce que vous allez voir que dans ce cours, en fait, il y a deux parties. Il y a une partie TP et dans le TP, donc j'ai réservé le S de t pour la sortie. Donc, mais il faut savoir, donc il faut avoir l'habitude de changer les notations. Donc soit S de t, le signal modulé en amplitude. Donc ce signal S de t, ça va être le signal modulé en amplitude. Donc c'est le signal qui va être en sortie. Effectivement, ici, c'est la sortie. Donc normalement, pour l'instant, bon, j'ai respecté les notations. On va appeler grand oméga. Donc ça sera la pulsation de ce qu'on appelle de la porteuse. Alors le mot porteuse, c'est celle qui va porter mon signal. Donc la porteuse, ça va être celle qui a une grande fréquence. Et ici, on va l'appeler petit oméga, ce sera la modulante. Donc la porteuse et petit oméga, ce sera la pulsation du signal à transporter. Donc c'est le signal, la pulsation du signal à transporter. Donc ici, c'est la modulante. Alors, par simplicité, on va choisir des signaux sinusoïdaux. Donc c'est des signaux qui sont sinusoïdaux.
Et donc, là, le principe est le suivant. Donc on va utiliser, donc on va prendre le signal d'entrée qu'on va appeler par exemple donc W de t. On va prendre un signal, deuxième signal d'entrée qu'on va appeler V de t. Et on va essayer de multiplier ces deux à l'aide d'une petite boîte qu'on appelle le multiplieur. Et le multiplieur, dans la majorité des cas, c'est le AD633 qu'on va utiliser en TP. Et donc on met le produit fois pour dire que c'est un multiplieur. Donc le signal d'entrée W de t va être de la forme U de t plus un offset, U0. Donc le offset, c'est la composante continue. Donc U0, c'est une composante continue. Et donc à la sortie, je récupère un signal S de t. Donc c'est le signal que j'ai appelé ici le signal modulé. D'accord? Alors maintenant, l'opération, ça se présente sous la forme. Donc S de t est égal à V de t fois W de t. Et on divise par un k. Avec le k, c'est le facteur de multiplication de ce multiplieur. Bon, parfois, on peut prendre le k est égal à 1. Parfois, on peut prendre est égal à 10, mais bon, ça, c'est pas important en fait. Dans le TP, on va utiliser un facteur de multiplication qui est égal à 10. Donc, c'est un facteur de multiplication qui est égal à 10. Et donc, dans ce cas-là, on va avoir S de t est égal à 0,1 V de t fois W de t. Donc ça, c'est le signal de sortie. Alors, pour cette boîte qui est là, donc c'est le AD603, c'est un dipôle actif. Donc le multiplieur AD633, c'est un dipôle actif qui en réalité il est représenté par une puce qui a 8 pattes. Donc c'est comme le multiplicateur opérationnel. Donc vous avez 4 pattes à gauche et 4 pattes à droite. Et donc les alimentations, il faut les alimenter à l'aide d'une alimentation donc plus 15 à la 8e patte et moins 15 à la 5e patte. Donc les pattes sont comptées de la façon suivante. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc le signal d'entrée, ça sera injecté dans la première patte. Donc ça sera soit là, donc soit là ici. Donc on injecte le W de t. Et le deuxième signal d'entrée, ça sera la troisième patte, donc c'est V de t. Et on récupère le signal de sortie à la 7e patte. Donc ici c'est S de t. Donc c'est le AD603. Et ici vous avez le symbole d'ergot pour savoir compter en fait la patte 1, c'est à gauche de cette puce. Alors maintenant, le signal qu'on trouve à la fin, donc c'est S de t est égal à 0,1 W de t fois S de t. Et donc on va choisir des signaux. Non, ici c'est V de t, pardon. Donc, on va choisir des signaux qui sont sinusoïdaux. Donc pour cela, on va prendre le W de t qui est égal à U de t plus une composante continue U0 constante. Et U de t, donc on va le prendre, est égal à, par exemple, UM cosinus oméga t. Donc plus U0. Et le V de t, ça sera donc le signal, la porteuse. Donc V de t, c'est la porteuse. Et W de t, c'est le signal, c'est la modulante, ou c'est le signal qu'on va transporter. Donc le signal à transporter, on va transmettre.
Donc le V de t, on va l'écrire sous cette forme, Vm. Donc Vm c'est l'amplitude comme Um, c'est l'amplitude de W de t, fois cosinus, et là, grand oméga t. Avec bien sûr le grand oméga t, et les très très grand devant la pulsation de oméga. Donc pour effectuer cette modulation, il faut que la pulsation de la porteuse, il faut que ça soit très très grand devant la pulsation du signal à transporter. Alors maintenant, lorsqu'on effectue cette multiplication, donc on va voir S de t est égal à U de t. Donc le U de t ici, W de t c'est UM cosinus oméga t plus U0, facteur de Vm cosinus oméga t. Et donc, on peut factoriser par... donc là, il ne faut pas oublier le 0,1, le facteur de multiplication 0,1. Voilà. Alors maintenant, si je factorise par U0, donc je vais avoir 0,1, U0, facteur de UM sur U0 cosinus oméga t, plus 1, fois Vm cosinus grand oméga t. Et donc là, on pose grand A est égal à 0,1 U0, donc c'est ce facteur, et je pose petit m est égal à grand UM sur U0. Et donc là, S de t, ça va s'écrire de la forme suivante, S de t est égal à A facteur de petit, donc 1 plus petit m cosinus petit oméga t fois cosinus grand oméga t. Donc ça veut dire que là je pose le A est égal à U0 Vm pour que ce Vm sort et ça sera en facteur. Donc voilà l'expression de S de t. Avec A c'est 0,1 U0 Vm et M c'est UM, c'est l'amplitude du signal à transporter sur le offset. Donc U0 c'est la composante continue qu'on appelle aussi en anglais le offset. Alors le A représente l'amplitude, donc l'amplitude du signal modulé. Du signal modulé. Et petit m, c'est ce qu'on appelle l'auto de modulation. Et ce petit m, il va nous permettre de connaître la qualité de la modulation. Alors maintenant, si par exemple je prends je prends un oscilloscope, donc là je vais prendre un oscilloscope. Donc il y a deux voies, donc la première voie comme ça, et donc je vais, donc ça c'est l'écran de l'oscilloscope, et donc je prends cette sonde, donc cette voie, et je l'injecte dans le S de t pour observer les variations de S de t. Et ben en fait ce que j'obtiens, c'est une figure qui ressemble à ça. Donc voilà, donc j'obtiens cette figure, l'amplitude en fonction du temps. Alors, ce que je représentais ici en violet, ça, c'est moi qui l'ai représenté, mais ça n'existe pas. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe de signal S de t. Et cette enveloppe, ça correspond, donc c'est l'enveloppe qui correspond à W de t. Donc, ça veut dire que le signal S de t transporte en amplitude le signal à transporter. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la modulation en amplitude. Alors, le signal qui est là en bleu, ce signal-là, c'est le signal V de t. C'est le signal V de t. Donc, je vais essayer de... Voilà.
Donc ce signal-là, c'est le signal V de T. Donc c'est la porteuse. Et donc là, si je prends par exemple, là, ça sera la période donc T de la porteuse. Et ici, ça c'est la période de la modulante, donc du signal à transporter. Donc on va l'appeler TM. Alors à partir de ce graphe, on peut déterminer le taux de modulation. Donc le M, le taux de modulation. Et pour cela, on va déterminer ici, c'est-à-dire que donc de là, donc là si je représente de l'autre côté l'enveloppe, donc je vais trouver exactement la même chose. Là c'est l'enveloppe de W de T mais vers le bas. Alors si je prends cette partie-là, donc les minima ici, les maxima là, donc cette distance, ça sera la distance D. Et si je prends cette distance là, ça sera grand A. Et maintenant, pour déterminer le taux de modulation, donc vous avez une formule, c'est que, non, pardon, ça c'est C, parce que le A, c'est tout simplement l'amplitude de la modulante. Alors, il faut savoir que l'amplitude de la modulante, elle est là. Donc vous avez ce morceau, donc de là à là, c'est l'amplitude de la modulante. Et donc de là à là, c'est-à-dire que C plus D, donc là, vous avez deux fois l'amplitude de la modulante plus deux fois l'amplitude de la modulante, donc vous allez avoir 4A. Donc C plus D est égal à 4A, et on a C moins D est égal à vous avez cette relation, c'est 4 fois A fois M. Et donc là, pour trouver le taux de modulation à partir de ces deux équations, donc petit m est égal à C moins D sur C plus D. Donc ça, c'est le taux de modulation. Donc on peut déterminer grâce à l'oscilloscope. Alors maintenant, pour les conditions pour obtenir une bonne modulation, donc pour obtenir une bonne modulation, il faut que ce M, il faut que ça soit inférieur à 1. Donc il faut que ça soit inférieur. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que puisque UM c'est UM sur U0, donc ça veut dire que UM doit être inférieur à U0. Donc ça veut dire que l'amplitude de signal à transporter, il faut que ça soit inférieur à l'offset. Donc c'est ça la condition pour obtenir une bonne modulation. Et bien sûr, lorsque vous vous mettez en mode XY à l'aide de l'oscilloscope, en fait, vous allez voir que lorsque vous avez une bonne modulation, vous allez trouver donc au mode XY de l'oscilloscope. Donc vous allez trouver quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, je vais écrire regarder la partie TP. Donc regardez la partie TP qui suivent cette partie théorique, vous allez comprendre en fait qu'est-ce que le mode XY. Donc le mode XY, on va éliminer le temps et on va tracer X en fonction de Y. Donc ça c'est une bonne modulation, modulation normale pour M inférieur à 1. Ici, lorsque M est égal à 1, vous avez la modulation maximale. Donc là vous allez avoir un triangle. Et lorsque M est supérieur à 1, donc vous allez avoir une modulation qui est
médiocre. Donc vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça c'est une modulation normale, modulation maximale, et là c'est une modulation médiocre, ou ce qu'on appelle la surmodulation. Donc c'est la surmodulation. Très bien. Alors maintenant on passe à la partie spectrale. Donc on peut voir qu'on peut analyser les signaux à l'aide de leur spectre. De 1, analyse spectrale d'une tension. Alors, lorsqu'on a calculé S de t, et on a dit que S de t c'était donc A facteur de 1 plus cosinus oméga t. Donc là vous avez, c'était quoi? C'était m. Donc il y a un facteur m fois le cosinus de oméga t. Voilà, donc c'est ça. Alors maintenant, on va utiliser la relation trigonométrique, la relation trigonométrique suivante. Cosinus A fois cosinus B, c'est 1 demi cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Et lorsqu'on utilise cette relation trigonométrique, donc on peut développer l'expression de S de t, et on aura que S de t est égal. Donc là, on va avoir A, cosinus oméga t plus A cosinus oméga t, vous avez un m ici, fois cosinus grand oméga t. Et donc on va appliquer ça, on va appliquer cette relation trigonométrique pour ce produit, et on va trouver que S de t est égal à A cosinus oméga t plus AM sur 2. Et là, vous avez cosinus grand oméga t, grand oméga plus oméga, donc la somme, puisque A plus B, donc ça va être grand oméga plus petit oméga t, plus la, la différence, donc oméga moins petit oméga t. Donc voici mon signal de sortie S de t. Donc c'est ça le signal de sortie S de t. Alors maintenant, lorsqu'on effectue une analyse spectrale de ce signal, bah, il faut savoir que comme vous avez fait dans l'analyse de Fourier, on remarque que S de t c'est la somme de plusieurs signaux. Donc le premier signal qui a pour fréquence ici grand F, donc on va l'appeler grand F qui est égal à oméga sur 2pi. Donc voilà, c'est ce signal-là. Vous avez un deuxième fréquence, pas les signaux, c'est fréquence, pardon. Deuxième fréquence, ça va être ici, c'est grand F moins petit f, qui est égal à grand oméga moins petit oméga sur 2pi. Et vous avez aussi un troisième signal, c'est grand F, ici c'est plus, parce qu'il y a un plus ici. Et la troisième fréquence, c'est grand F. J'essaie de prendre une autre couleur, donc c'est grand F moins petit f qui est égal à grand oméga moins oméga sur 2pi. Alors maintenant, il faut savoir que grand F donc, représente la fréquence de la porteuse et petit f représente la fréquence de la modulante. Et maintenant, si on trace donc le spectre, c'est-à-dire
l'amplitude en fonction de la fréquence. Donc là, on va avoir, donc par exemple ici, donc là on a A, donc cette fréquence, donc puisque M, donc A fois M sur 2 est inférieur à A, puisque là on est dans une modulation normale. Lorsqu'on est en modulation normale, petit m est inférieur à 1, donc ça veut dire AM sur 2 est inférieur à A. Et donc ça veut dire l'amplitude de la plus grande ici, ça correspond à cette fréquence F. Donc ça va être par exemple, si je trace, donc si je mets F ici, donc ça c'est F, donc F plus oméga, petit f ça va être à droite, et F moins petit f ça va être à gauche. Et donc là, si je trace donc le spectre de F, donc ça va être en amplitude, donc ça va être A, donc ça va être A, et F moins F et F plus F, ils ont les mêmes amplitudes, donc là, F moins F ou F plus F, ça va être ça. Donc ça, c'est AM sur 2, et F moins F, ça va être ça. Donc voici le spectre de ce signal, le signal de sortie. Alors maintenant, cette largeur, donc entre f moins f et f plus f, c'est ce qu'on appelle la largeur ou la bande de fréquence. Et cette bande de fréquence est là pour largeur de f. Donc sa largeur c'est de f. Donc f plus f moins f, ça fait 2f. Alors, comme on a indiqué précédemment, on a dit que le signal, donc un signal, donc tout signal de la nature, d'après l'analyse de Fourier, peut se décomposer en un signaux simple sinusoïdaux. Et, et donc les fréquences audibles. Donc les fréquences audibles sont des fréquences qui sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Et donc le spectre réel se compose de la porteuse qui est entourée de deux bandes latérales. Donc ces bandes latérales vont être entourées donc, au milieu de f-f et f plus f. Alors maintenant, on va passer à la réception. Donc supposons maintenant on a créé ce signal S de T et maintenant on veut le transporter. Donc si on le transporte, donc il va voyager dans l'air. Voilà, maintenant donc on a créé notre signal S de T après la multiplication. Et donc ce signal S de T à l'aide d'une antenne, on va le transmettre. Donc là c'est la transmission. Alors maintenant, donc ça c'est la transmission. C'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission. Donc ça, c'est le milieu de transmission, ça peut être l'air par exemple. Ici, donc on va s'intéresser à la chaîne de réception. Et donc maintenant, comment on va faire pour capter ce signal S de T? Alors, donc réception. Puisque la fréquence de la porteuse reste constante, donc c'est cette fréquence qui est là, c'est grand F, donc puisqu'il reste constante. Donc pour capter l'information, il suffit d'accorder un circuit, ce qu'on appelle le circuit bouchon sur cette fréquence. Ça veut dire un circuit qui va bloquer cette fréquence grand F et qui va me laisser juste la fréquence de la modulante. Donc c'est le signal qui m'intéresse ici. Et donc vous avez deux types de blocage. Donc on va commencer par le premier. Donc c'est ce qu'on appelle le détecteur de crête. Alors
Donc pour la réception, c'est ce qu'on appelle aussi la démodulation parce que lors de la réception du signal, on doit démoduler le signal modulant pour récupérer l'enveloppe, donc le signal qui nous intéresse ici. Donc on appelle cette partie aussi la démodulation. Donc le premier type de démodulation, c'est ce qu'on appelle le détecteur de crête. Alors, on a vu qu'il y a deux cas qui se présentent. Donc le premier cas, ou plutôt trois cas, mais ici on va citer que deux cas. Donc on a deux cas qui se présentent. Le premier cas, c'est lorsque le M, donc le taux de modulation, est égal à, par exemple, est inférieur à 1. Donc lorsqu'il est inférieur à 1, donc on va avoir une figure qui ressemble à ça. Donc ça c'est le signal S de T en fonction du temps. Et donc on va avoir une enveloppe qui correspond au signal à transporter, donc le W de T. Donc cette enveloppe est symétrique de part et d'autre du, du- du milieu, centre de l'axe. Et ensuite, donc là, il y a le signal, la porteuse qui oscille donc à l'intérieur. Ensuite, il y a un autre cas, c'est lorsque le M est supérieur à 1. Et lorsque le M est supérieur à 1, on va voir que l'enveloppe va être... donc il y aura des parties qui sont négatives. Donc il y aura des parties qui sont négatives. Donc on va voir quelque chose qui ressemble à ça. Et donc de même, de l'autre côté, on va voir ça. Et donc là, la porteuse, c'est toujours à l'intérieur. Donc il va osciller à l'intérieur des enveloppes, euh, comme ceci. Alors maintenant, le problème, c'est que pour retirer l'enveloppe ici, donc pour récupérer du signal S de T l'enveloppe, ici c'est facile parce que l'enveloppe, elle est éloignée de l'axe. En fait, l'enveloppe, elle est là. En fait, il y a deux enveloppes. Il y a l'enveloppe positive et il y a l'enveloppe négative. Et donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enveloppe positive. Donc on peut la retirer facilement. Problème, c'est que là, l'enveloppe positive et l'enveloppe négative, ils vont s'interférer. Donc ils vont s'interférer dans cette partie. Et donc là, dans ce cas-là, ça va être compliqué de retirer l'enveloppe. Et donc on va utiliser une autre méthode. Et donc ici, le détecteur de crête ne fonctionne que lorsque M est inférieur à 1. C'est-à-dire que lorsque UM est égal sur U0, et donc ça ne fonctionne que pour UM inférieur à U0. Donc il faut que l'amplitude de la modulante, il faut que ça soit inférieur à l'offset, donc à la composante continue. Le circuit qu'on va utiliser pour donc là, dans le détecteur de crête ne fonctionne pas pour ce type de modulation. Donc on va prendre que les cas le M inférieur. Donc le circuit qu'on va utiliser est le suivant. Donc il est composé d'une diode. On va expliquer dans quelques instants qu'est-ce qu'une diode. Avec une résistance. Et cette résistance est en parallèle avec un condensateur de capacité C. Et donc là, on va injecter le signal S de T. Et on récupère un signal ici que je vais appeler par exemple, je vais l'appeler W' de T. Alors maintenant la diode. Donc là, la diode a pour but de bloquer donc les parties positives, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple donc un signal qui ressemble à ça, donc là les parties positives ils sont là et les parties négatives ils sont là. Et le but de la diode c'est qu'il va bloquer en fait, donc lorsque vous mettez en fait ce signal dans la diode, il va ressortir qu'avec les parties positives. Et donc il va annuler les parties
négatif. Donc c'est ça le but de la diode. Ici, on va utiliser une diode de type Schottky. C'est ce qu'on appelle les diodes rapides parce que là, on est en train de travailler avec des hautes fréquences. Ensuite, donc lorsque, euh, lorsque S de t est positif, donc vous avez le signal qui ressemble à ça. Donc c'est un fil. Donc la diode est équivalente à un fil. Et lorsque S de t est négatif, la diode est équivalente à un interrupteur ouvert. Dans ce cas-là, vous allez avoir, donc là c'est S de t et là c'est le courant I. Et là vous allez avoir S de t et le courant I qui sont dans le même sens. Alors maintenant, lorsque S de t est positif, donc là vous allez avoir un circuit qui ressemble à ça. Et donc le condensateur va se charger. Donc ici vous avez un circuit RC en charge. Et lorsque S de t, donc ça c'est lorsque S de t est positif, et lorsque S de t est négatif, vous allez avoir une décharge. Donc là ça correspond à une décharge. Alors maintenant le but ici, toute la question c'est comment choisir ce taux. Donc la constante du temps de ce circuit RC, on ne va pas la choisir aléatoirement. Donc il faut la choisir de telle sorte que ce taux doit être très très grand devant la période de la porteuse. Et il faut le choisir aussi de telle sorte à avoir un taux qui est inférieur à la période du signal modulé, donc le S de t. Pourquoi? Parce que en fait, donc votre signal que j'ai tracé ici, donc S de t en fonction du temps, je vais le coller ici. En fait, si vous faites par exemple un zoom là, donc voici ce que vous allez observer. En fait. Vous allez avoir S de t, et donc vous allez voir en blanc le signal S de t qui fait comme ça par exemple, et là vous allez avoir le signal W de t, donc l'enveloppe. Et là c'est S de t. Alors maintenant en une autre couleur, par exemple, cette couleur, je vais tracer la tension aux bornes du condensateur, c'est-à-dire W' de t. Donc cette tension-là, je vais l'appeler W' de t. Et le W' de t, c'est que là, lorsque, donc de là à là, le S de t il est positif, donc là vous allez avoir une donc vous allez avoir une charge et une décharge, et donc là vous allez avoir une charge, une décharge, une charge. Ici, une décharge et là, une charge. Et ainsi de suite. Et donc finalement, le signal que vous allez récupérer, il va ressembler à ça. Donc ça ressemble à peu près à WDT qu'on cherche. Ça ressemble à l'enveloppe. Mais en fait, pour se débarrasser de ce bruit, donc on va utiliser après, on va voir ce qu'on appelle des filtres passe-bas. Alors, en fait, il y a une relation qui est très importante, qu'on peut la démontrer, mais c'est un petit peu compliqué, c'est pas dans le programme. C'est que pour choisir le taux optimal, il faut que le taux de ce circuit RC, pardon, il faut que ça soit compris entre donc là, il faut que ça soit très grand devant la période de la porteuse
il faut que ça soit plus petit qu'un taux optimal. Et avec ce taux optimal, il est donné par 1 sur m au carré moins 1 à la puissance 1,5 sur 2pi fois la fréquence de la modulante. Avec la fréquence de la modulante, c'est oméga de la modulante, donc c'est oméga sur 2pi. Et donc par exemple, si vous avez une résistance de 1 kΩ et une capacité de 39,8 nanofarad, non, si vous avez une résistance de 1 kΩ, donc là, il faut choisir un taux optimal qui est donné par R fois C, avec ce C qui est de l'ordre de 39,8 nanofarad. Donc vous allez calculer taux optimal à partir de cette équation-là. On va prendre par exemple M est égal à 0,5 et une résistance est égale à 1 kΩ et la fréquence modulante de la modulante de l'ordre par exemple de 200 Hz. Et donc là, il faut pour cela une capacité de l'ordre de 39,8 nanofarad. Donc ça, c'est le détecteur de crête. Alors maintenant, on va passer à un autre type de modulation. Et ce type de modulation, démodulation, ne fonctionne que pour des M qui sont supérieurs. Et donc c'est ce qu'on appelle, en grand 2, 2, 4. Donc la démodulation. Démodulation par détection synchrone. Alors, le principe de cette démodulation, c'est que, donc là, si on résume notre schéma de la modulation, donc là, vous avez un multiplieur. Ici, on a le W de t et là, le V de t. Et donc là, en sortie, on récupère S de t. Alors, la démodulation par détection synchrone, ça consiste à intercaler après le S de t un deuxième multiplieur. Vous allez voir pourquoi on fait ça. Donc ça, c'est un premier multiplieur, ici c'est un deuxième multiplieur. Et donc le deuxième multiplieur, donc on va utiliser pour multiplier ce SDT avec la porteuse du premier multiplieur. Et donc on va récupérer un autre signal qu'on va appeler par exemple, donc ça c'est S1 de t, on va l'appeler ici W' de t. Et pour affiner, pour trouver le W de t, on va appliquer ici, on va intercaler un filtre passe-bas. Et ici, en sortie, on récupère le W de t qu'on a trouvé au début. Donc on récupère l'enveloppe. Donc ça, c'est W' de t. Et là, donc c'est un circuit RC. Donc ça, c'est un filtre passe-bas. Alors, donc pourquoi on fait ça? Ben, il suffit tout simplement d'exprimer le S de t, puisqu'on le multipliait, donc la W' de t, c'est quoi? D'après cette deuxième multiplication, bah, c'est S de t fois V de t. Alors maintenant, le S de t, on va l'exprimer. On a trouvé précédemment que le S de t est donné par A
fois 1 plus m cosinus grand oméga t. Et on va multiplier, donc là il manque autre chose, donc là c'est petit oméga t fois cosinus grand oméga t. Et on va multiplier tout ça fois, donc ça c'est le S de t, fois le V de t. Et le V de t c'est donc Vm cosinus oméga t. Alors maintenant, on va utiliser donc la relation trigonométrique de cosinus A fois cosinus B est égal à 1 demi cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Et on va trouver, donc ici le premier terme c'est A cosinus oméga t plus A fois M cosinus oméga t cosinus grand oméga t. Donc le tout fois Vm cosinus oméga t. Donc on va réutiliser la formule trigonométrique de cosinus A fois cosinus B et on va trouver A cosinus oméga t plus, donc là si on fait donc plus A fois M sur 2 entre crochet cosinus grand oméga t plus petit oméga t plus cosinus oméga moins petit oméga t plus, ou plutôt fois, donc je ferme le crochet, fois Vm cosinus oméga t. Et donc finalement, oméga prime de t, ça va être, donc ça va être A fois Vm cosinus au carré de oméga t plus Am sur 2 Vm cosinus grand oméga plus petit oméga t plus, ou plutôt fois cosinus, fois grand cosinus, donc fois cosinus grand oméga t plus cosinus grand oméga moins petit oméga t fois cosinus grand oméga t. Et donc maintenant oméga prime de t est égal, donc on trouve A sur M, donc cosinus au carré on peut l'exprimer en fonction de cosinus de oméga, donc ça fait A sur 2, donc là j'ai besoin d'espace, donc on trouve finalement que oméga prime de t est égal à A sur 2 Vm cosinus grand oméga t, non 2 oméga t plus A fois M sur 2 Vm cosinus 2 oméga plus petit oméga t plus cosinus de grand oméga moins petit oméga t, je ferme le crochet ici, plus A fois M sur 2 Vm cosinus oméga t plus A sur 2 Vm. Et donc là, le signal que je trouve en sortie de ces deux multiplications, donc ce oméga prime de t, il est composé de plusieurs fréquences. Donc son spectre, c'est donc là, vous avez un premier spectre qui correspond à, donc là je vais l'appeler grand 2f. Vous avez un autre spectre, c'est cette partie-là, c'est 2 grands f plus petit f. Et là, c'est grand 2f moins petit f. Et ici, vous avez petit f. Donc là, ici, la fréquence était 0. Et donc lorsqu'on trace le spectre de ce signal, c'est-à-dire son amplitude en fonction de la fréquence, donc on va trouver plusieurs pics. Donc il y a le petit pic qui correspond à cette amplitude A fois AMVM sur 2. Donc cette AMVM sur 2 il est plus petit que A sur 2VM.
Et donc on trouve donc un pic qui est là. Donc ça c'est petit f. Ensuite, là on trouve 2 grand F moins petit f. Là, on a ce pic, donc grand F, et ici 2 grand F plus petit f. Donc en amplitude, 2f moins petit f et f, ils ont la même amplitude à peu près. Parce que cette amplitude, c'est tout simplement 1 fois mvm sur 2. Il est là, il est là, il est là. Et le 2f, il a une amplitude de avm sur 2 qui est plus grande. Donc ça veut dire qu'il va être à peu près là. Et moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est mon signal de départ. Parce que mon signal de départ, il a une seule fréquence, c'est ce oméga de t, qu'on l'a écrit sous la forme suivante. Donc c'était um cosinus petit oméga t. Donc moi, je veux récupérer ce signal, qui a une fréquence petit f qui est égale à petit oméga sur 2p. Et donc pour faire cela, bah, on va appliquer un filtre passe-bas sur ce signal. Donc le filtre passe-bas, il va sélectionner que cette fréquence et il va atténuer les autres fréquences. Donc ces fréquences vont être atténuées. Donc pour cela, il faut choisir une fréquence de coupure. Donc il faut que la fréquence de coupure de ce filtre, on va l'appeler FC, et doit être comprise entre F et 2 grand F moins petit f. Donc il faut que ça soit à peu près là. C'est FC là. Et donc ça veut dire que tout ce qui est après FC va être atténué, tout ce qui est avant FC va être gardé. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce filtre passe-bas ici. Et donc en sortie, on trouve le oméga t de départ qui est um cosinus petit oméga t. Alors cette fréquence de coupure, bien sûr, FC est le donné par donc 1 sur 2pi fois RC. Donc il faut bien choisir la résistance et la capacité pour trouver cette fréquence de coupure. Alors maintenant, il faut que le diagramme de Bode de ce filtre passe pas. Donc là, ça c'est petit f. La fréquence de coupure, ça correspond à la fréquence pour laquelle le gain est coupé à moins 3 décibels. Donc ça va correspondre à quelque chose qui est là. Donc ça c'est le FC. Et donc là, le 2F en F, c'est dans les hautes fréquences. Donc là, lorsque je trace le gain, donc je vais trouver quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, c'est moins 20 décibels par décade. Et donc le croisement de ces deux, ça me donne cette fréquence de coupure qui ressemble à ça. Donc c'est ça le gain en décibels. Et donc on voit que même si le taux de modulation M est supérieur à 1, c'est-à-dire même on est en surmodulation, on peut démoduler, donc on peut récupérer le signal de départ en effectuant une démodulation par détection synchrone. Donc voilà, c'était pour la partie théorique, et maintenant on passe à la partie expérimentale. Alors, dans cette partie de TP, donc on va essayer de multiplier deux signaux, donc le signal modulé la modulante et la porteuse, comme on a vu dans la partie théorique. Et pour cela, on va besoin d'un multiplicateur. Donc le multiplicateur ressemble à ça. Donc c'est un multiplicateur modèle AD633. Donc là, donc on l'a rassemblé dans cette maquette qui est plus facile à utiliser.
Donc là, vous avez donc les alimentations. Donc vous avez l'alimentation plus 15, moins 15 et la masse. Ici, vous avez X1, X2, Y1, Y2. Et ici, vous avez W et Z. Alors, donc cette partie-là, la partie verte et la partie noire, ça ne sert à rien. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est juste ce qui est là. Donc le jaune, cette partie d'alimentation et ces 4 bandes. Alors la notice est la suivante. Donc pour avoir une multiplication, il faut d'abord donc brancher X1 à la tension qu'on veut injecter, donc la tension, la modulante, et en Y1, ça sera la porteuse. Alors le X2 et le Y2, on n'en a pas besoin, donc ce qu'on va faire, on va les brancher à la masse. Donc ça veut dire que le X2 et le Y2 vont être branchés à la masse. Alors d'abord, on va commencer par alimenter. Donc voici mon alimentation symétrique. Donc plus 15, puisque ici c'est plus 15, mais bon, c'est pas grave, on peut utiliser une alimentation symétrique de plus 12, moins 12, avec la masse. Cette masse est flottante, donc ça veut dire qu'il faut la brancher à la masse de l'oscilloscope. Donc la masse commune de tout ce circuit, ce sera la masse de l'oscilloscope. On va avoir besoin d'un GBF qui a 2 sorties, donc pour la modulante et la porteuse. Et bien sûr, on va avoir un oscilloscope. Ici, j'ai un oscilloscope à 2 voies. Et donc là, je vais pouvoir... donc je vais visualiser par exemple l'entrée de la modulante avec la sortie. Il y a des oscilloscopes à 4 voies, mais j'en ai pas ici. Mais on va utiliser celui-là. Et après, si on veut par exemple visualiser la sortie, ben on va par exemple débrancher l'entrée 2 et on va la mettre à la sortie. Alors, donc la première chose, c'est l'alimentation. Donc on va brancher le plus 12 au plus 15. On branche le moins 12 au moins 15. Ensuite, on va brancher la masse. Donc il est là la masse. Voilà. Alors maintenant, il faut savoir que donc cette masse, ça va être commune à tout le circuit. Donc on va brancher la masse de l'oscilloscope ici. Alors on a dit que X2 doit être lié à la masse. Voilà. Y2 doit être lié à la masse parce qu'on ne l'utilise pas. Voilà. Et bien sûr donc le Z ici. Donc le Z, ça correspond parce qu'en fait ce multiplicateur, il va faire une relation qui est de ce type-là. Donc la sortie est égale à X1 moins X2 fois Y1 moins Y2 sur 10 plus Z. Moi, je ne veux pas de Z, donc je vais brancher le Z en 0. X2, je l'ai branché en 0, et Y2, je l'ai branché en 0. Donc ça veut dire que je vais faire pareil pour le Z, donc ça sera branché en 0. Alors donc ça veut dire que je vais juste multiplier X1 fois Y1 sur 10, Z est égal à 0. Le 10, c'est ce qu'on appelle le facteur de multiplication. Ici, il est pris à 10, donc on va le prendre à 10. Alors maintenant, il reste à injecter les signaux. Donc la première chaîne, ça sera la modulante, et donc ça sera en X1. Voilà. Ensuite, la deuxième chaîne ou la deuxième voie du GBF, il va délivrer donc le signal, la porteuse, et ça sera en Y1. Donc je la branche en Y1. Voilà. Alors maintenant, tout est bon, donc je peux allumer l'alimentation. Et donc je vais régler la chaîne 1, elle est là, donc il est réglé. Donc la modulante a été choisie de telle sorte à avoir une fréquence de 200 Hz avec une amplitude de 1 volt crête à crête, ça veut dire une amplitude de 0,5. Alors le schéma est le suivant, donc vous avez le multiplicateur. Donc là on va envoyer un signal modulant, d'un modulante, et la porteuse, et on récupère en sortie leur produit. Alors la porteuse
c'est le signal qui a une fréquence qui est très grande. Donc ici, j'ai pris 20 kHz avec une amplitude de 5 volts crête à crête. Alors maintenant, pour la modulante, je dois prendre une fréquence qui est faible, parce que ça correspond par exemple à une onde sonore de fréquence faible. Par exemple une voix, un son que je veux transporter par le B, donc à l'aide de cette porteuse. Donc là, j'ai choisi une fréquence de 200 Hz avec une amplitude de 2 volts crête à crête, ça veut dire une demi-amplitude de 1 volt. Alors maintenant, donc voici donc en CH1, donc en jaune, donc j'ai la modulante 200 Hz avec une amplitude de 1 volt crête à crête. D'accord? Donc je peux modifier puisque j'ai dit 2 volts crête à crête, donc voilà 2 volts crête à crête. Et donc là pour l'instant, je vais essayer de prendre un offset. Le offset c'est celui-là, parce que la modulante c'est le W de T, donc c'est UM. Donc UM c'est le 1 volt plus U0. Donc U0 c'est la composante continue et ça correspond à cet offset. Donc pour l'instant je vais prendre un offset quelconque, donc je prends 700 millivolts pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Alors maintenant pour la partie bleue, donc la porteuse qui va sortir par là, qui est injectée dans le signal Y1, elle est de fréquence 20 kHz et une amplitude crête à crête de, donc on a dit 5 volts. Donc je vais prendre 5 volts. 5 volts, non. 5 volts crête à crête. Donc voilà. Bon. Amplitude de 5 volts crête à crête. Bon. Là, j'ai pas besoin d'offset, donc le offset c'est 0. Et donc l'amplitude. Alors je vais essayer de prendre une amplitude de 2,5. Et pour la modulante, je vais prendre 1 volt. Voilà, ça c'est mieux. Très bien. Alors maintenant, pour visualiser tout ça, donc on va utiliser l'oscilloscope. Donc dans la voie 1, donc ça sera par exemple, donc d'abord il faut brancher la masse de l'oscilloscope dans la masse en commune. Donc là j'ai défini la masse de tout le circuit. Voilà. Alors maintenant, si je veux par exemple visualiser le signal d'entrée, donc je vais brancher ça ici dans le signal d'entrée. Et donc voilà mon signal d'entrée, ça correspond à mon signal, la modulante d'une fréquence de 200 Hz. Dans la voie 2, si je le branche ici, donc je visualise le signal, la porteuse, qui a une fréquence qui est très grande ici, donc qui a une fréquence de 20 kHz. Et donc maintenant, si je garde la modulante et je veux visualiser la sortie, donc ça veut dire le W, donc j'obtiens ça. Et ça correspond à la modulation. Donc en bleu, ça correspond au produit des deux signaux. Alors, donc lorsque je prends le produit des deux signaux, donc il faut prendre en compte le cas ici c'est 10, parce qu'on le dit, c'est le 10. Donc là ce que j'obtiens ici c'est la tension de départ divisée par 10. Donc il faut jouer sur la sensibilité pour avoir la même taille pour les comparer. Mais on voit que l'enveloppe de du deuxième signal, ça correspond exactement à l'enveloppe du premier signal. Donc là, si je m'en voilà, ça couvre quasiment l'enveloppe, ça correspond au signal jaune. Alors maintenant, lorsque je calcule le produit de V de t fois W de t, donc là vous savez que le cosinus fois le cosinus, c'est cosinus de la somme plus le cosinus de la différence.
Et donc lorsque je fais ce calcul, donc si vous avez suivi la partie théorique, normalement vous avez compris comment j'ai fait pour obtenir ça. Alors maintenant, on va définir un coefficient m, ce coefficient m qui est égal à um sur u0, que je peux le faire apparaître dans mes calculs. Et ce coefficient m, c'est ce qui va me définir la qualité de la modulation. Alors si le m il est compris entre 0 et 1, c'est ce qu'on appelle donc une modulation normale. Donc là, je vais me mettre en mode XY et je vais avoir ce trapèze en fait. Donc là, j'obtiens ça, ça veut dire que mon M il est compris entre 1 et 0 et donc là j'ai une modulation qui est normale. Et pour calculer le M, il faut tout simplement prendre l'amplitude UM, donc l'amplitude de mon signal 1, donc c'est 1 volt. Donc ici c'est 1 volt crête à crête. Et donc ça veut dire 1 sur 2, donc c'est 500 millivolts. Donc si je le divise par U0, U0 c'est le offset, donc je trouve quelque chose qui est compris entre 1 et 0. Voilà. Alors maintenant, si par exemple j'augmente, donc si j'augmente le U0, donc si j'augmente le U0, le M il va augmenter. Et donc là, si je prends par exemple M égale à 1, ça veut dire si je prends UM est égal à U0, j'obtiens ce triangle. Et ce triangle, ça correspond à une modulation maximale, c'est-à-dire à partir, donc au-delà de cette modulation, j'ai une mauvaise, donc ce qu'on appelle une modulation de mauvaise qualité. Alors pour obtenir M égale à 1, on va prendre l'offset est égal à la moitié de la crête à crête, donc ça veut dire 500 milieux. Et donc là, voilà ce que j'obtiens, exactement ce que j'ai ici. Alors maintenant, pour la surmodulation, ça correspond à un taux de modulation M qui est supérieur à 1. Et donc pour avoir un M supérieur à 1, donc ça veut dire que je dois augmenter le offset. Et lorsque j'augmente le offset, par exemple, si je prends 800, ou plutôt si je prends, donc U0 c'est ça. Donc si je prends U0, non, si je prends U0 inférieur à 1, si U0 est inférieur à UM, donc je trouve un M qui est supérieur à 1. Donc ça veut dire que si UM ici est égal à 0,500 mV, donc ça veut dire que je dois prendre le offset, je dois le prendre par exemple inférieur à 500, je prends 200 par exemple. Et donc voilà ce que j'obtiens. C'est exactement ça. Donc cette courbe, ça s'appelle la surmodulation, la modulation maximale et la modulation normale. Donc je vais me remettre à la modulation normale. On va travailler avec la modulation normale à des fins pédagogiques pour l'instant. On va voir comment récupérer le signal, donc ce qu'on appelle la démodulation. Donc je vais me remettre à la modulation normale en prenant un M qui est compris entre 0 et 1, c'est-à-dire donc je vais prendre par exemple ici 700 millivolts. Voilà, et donc je me remets en M est inférieur à 1. Alors maintenant, la prochaine étape, ça sera donc là je vais enlever le mode XY. Et donc maintenant, la prochaine étape, ça sera de comment récupérer mon signal de départ. Donc mon signal de départ, c'est le signal jaune, d'accord? Donc je vais faire la modulation, c'est le signal bleu, et c'est ce signal de sortie là. Ce signal de sortie, je vais l'envoyer par exemple à l'aide d'une antenne, donc voilà, qui contient, donc qui transporte une information. Et maintenant, lorsque l'antenne de l'autre, par exemple, de l'autre bout de la réception, lorsqu'il le reçoit, je veux récupérer mon signal jaune. Parce que le signal jaune, il contient l'information. Ça peut être un message, ça peut être un son, voilà, un message. Donc comment on va faire maintenant? Donc on va essayer de supposer que le offset est différent de 0. Donc on a un offset. Et on va se mettre en modulation normale. Donc voici ce que j'obtiens en sortie, c'est exactement ça. Voilà. Parce que vous pouvez le voir si j'augmente la sensibilité temporelle. Donc c'est exactement ce que me prédit la théorie.
Voilà. Alors maintenant, pour récupérer le W de T, donc l'enveloppe qui est là, bah, on va utiliser ce qu'on appelle une détection d'enveloppe. Et la détection d'enveloppe, elle est composée d'une diode avec un circuit RC. Donc ce circuit RC, donc il va avoir un temps caractéristique de charge et de décharge, c'est ce qu'on appelle le taux fois RC. La diode, son rôle ici, c'est de bloquer les tensions négatives. C'est-à-dire que si j'injecte un signal qui a cette allure, bah, lorsqu'il rentre en diode, donc les parties qui sont négatives vont être bloquées et les parties qui sont positives, ils vont être, c'est-à-dire autorisées. Donc ils vont passer. Et donc c'est-à-dire je coupe ce qui est négatif et c'est que la partie positive qui sort. Le rôle de ce circuit RC qui vient après, donc de cette cellule RC, c'est de définir un taux de décharge. Donc le condensateur va se décharger dans ce signal. Ici, le taux de ce circuit, il est compris entre la période de la porteuse, donc ça veut dire la période de cette porteuse-là, c'est le temps entre deux pics, il faut zoomer pour les voir, et la période de la modulante, parce que la période de la modulante, c'est la jaune, donc c'est une période qui est plus grande que celle en bleu. Donc si vous prenez un RC qui est compris entre les deux, ben en fait vous allez avoir une décharge en enveloppe. Et enfin, vous allez récupérer exactement votre signal. En fait, en gros, ce qui va se passer, c'est que le condensateur va se décharger, et va se charger, va se décharger, se charger, et finalement, je récupère un signal qui est comme ça. Et ce signal-là, c'est exactement l'enveloppe de mon signal de départ. Après, pour enlever ce bruit, bah, il faut utiliser un filtre passe-pas. Mais en fait, le but ici, c'est juste pour vous montrer comment trouver ça. Alors maintenant, on va essayer de faire ce montage. Donc on a déjà expliqué tout ça dans la partie théorique. Alors, avant d'intercaler le circuit diode RC, il faut parler de quelque chose de très important, c'est que lorsqu'on a fait la multiplication des deux signaux, donc le signal, la modulante avec la porteuse, ou plutôt la porteuse avec la modulante, et on a pris un offset qui est non nul dans la modulante. Donc lorsqu'on fait le produit, comme vous avez vu dans la partie théorique, on va trouver trois termes. Donc c'est une décomposition en série de Fourier. Le premier terme, il contient une fréquence qu'on va appeler F0, qui est égale à oméga sur 2P. Cette fréquence, c'est ce qu'on appelle la fondamentale. Ensuite, vous avez une deuxième fréquence. Ces deux fréquences sont les harmoniques. La première est égale à oméga moins petit oméga, et la deuxième, c'est oméga plus petit oméga. Alors, on peut visualiser ça à l'aide de l'oscilloscope. Il suffit tout simplement, puisque la courbe bleue, c'est S de t. Donc, on va se mettre en mode math. On va choisir la voie ici, c'est 2. Et donc là, on va faire une transformation de Fourier rapide pour voir le spectre de ce signal. Et donc là, lorsqu'on fait cette transformation, donc je vais essayer parce qu'en fait, là, on a un seul pic, mais dans ce pic, en fait, il y a plusieurs pics. Donc normalement, on est censé voir quelque chose qui ressemble. Donc je vais essayer de le voir. On est censé de voir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Alors, donc on va essayer d'augmenter un peu la sensibilité. Voilà. Donc on commence à voir quelque chose. Voilà, ensuite. Alors, donc là, j'ai les deux fréquences. Voilà, donc là, il y en a les trois, mais donc je vais essayer de changer la position. Je vais mettre en fenêtre Hanning, parce que la Hanning, il est idéal pour la résolution des pics. Et donc là, j'obtiens mes trois fréquences.
Donc ça correspond à, grand oméga plus petit oméga. Là au milieu c'est petit oméga. Et là c'est grand oméga moins petit oméga. Donc c'est exactement ce qu'on a prédit par la théorie. C'est ça en fait. Alors on va voir lorsqu'on va aborder le deuxième type de démodulation, donc la démodulation synchrone, on va jouer sur le spectre du signal pour récupérer la signal modulante. Alors maintenant, on va essayer de faire le montage pour la détection d'enveloppe. Alors maintenant, puisque je veux récupérer la modulante après l'envoi, c'est-à-dire que dans la station de réception, donc ils vont récupérer le signal, donc le S2T, le produit, qui a cette forme-là. Donc c'est le signal jaune ici, parce que j'ai inversé la voie 1 et 2. Et je veux récupérer l'enveloppe du signal jaune, donc ce signal qui est sinusoïdal. Donc je vais récupérer cette enveloppe-là. Donc je veux rejeter tout le reste et récupérer juste cette enveloppe. Pour cela, on va intercaler après la sortie du multiplicateur un détecteur d'enveloppe. Donc il est composé d'une diode. Donc là, la sortie W va rentrer dans la diode. Donc la diode, elle est là. Ensuite, la diode, il va dans le condensateur. Le condensateur, il est là. Et l'autre sortie de condensateur, il va dans la masse de l'oscilloscope. Ensuite, je vais mettre la résistance en parallèle avec ce condensateur. Alors, maintenant, ce que j'observe en signal bleu, c'est cette sortie. C'est ce W là. Donc là, S de T, elle est là. C'est la sortie. Donc c'est le signal jaune. Et le W de T prime, donc j'ai mes primes bon, on ne sait pas est-ce que c'est vraiment le W de T que j'ai injecté au début, mais on va le vérifier à l'aide de l'oscilloscope. Et donc il est là, c'est le signal bleu. Alors on a dit que la règle, il faut que taux donc de ce signal, donc la capacité fois la résistance, il faut que ça soit comprise entre la fréquence de la modulante, ici la fréquence de la modulante c'est 200 Hz, ça veut dire que sa période c'est 1 sur 200 Hz. Donc il faut que taux soit inférieur à cette valeur. Ensuite, la période de la porteuse, puisque la porteuse elle a une période de 20 kHz, donc de 20 kHz, et pour calculer donc ça c'est la fréquence de la porteuse, pour calculer sa période, il faut prendre l'inverse de ça, 1 sur 20 kHz, et donc vous allez avoir un taux, il faut que ça soit supérieur à ça, donc entre les deux. Et lorsqu'on fait ça, donc là maintenant j'ai fait exprès de prendre un taux qui est, bon on va dire qui est à peu près supérieur à celui de la modulante. Donc là on voit que il se décharge avant le. Donc là on voit, donc si j'enlève le signal, la modulante, voilà ce que je récupère. C'est un signal qui est déformé, donc ça ne va pas. Donc là ce qu'il faut faire, il faut jouer sur la valeur de capacité de la résistance pour avoir quelque chose qui ressemble à mon signal d'enveloppe. Par exemple là, lorsque j'augmente la résistance, et donc là si j'enlève le signal 1, donc là j'obtiens à peu près l'enveloppe. Donc c'est exactement l'enveloppe. Donc c'est ça mon signal. Donc ça c'est un détecteur de crête. Le problème du détecteur de crête, c'est que supposons que je n'ai pas la composante, donc je n'ai pas de offset. Donc imaginons j'enlève le offset de mon premier signal, donc le offset, je vais l'enlever, donc je vais mettre offset est égal à 0. Donc le offset est égal à 0. Le offset là, et je vais prendre un offset qui est égal à 0. Et donc lorsque je prends l'offset est égal à 0, donc en sortie j'obtiens rien. Donc là, c'est que le détecteur de crête a des limitations. C'est que ça ne marche pas, puisque là, lorsque je prends le signal, donc là je vais essayer de mettre donc le déclenchement sur le signal 1, puisque c'est le plus stable.
Voilà. Donc j'enlève la voie 2, parce que j'en ai plus besoin. Donc ça c'est... Donc ça c'est le S de T. Le problème de S de T, c'est que dans ce cas-là, lorsque j'enlève le offset, c'est que la période, en fait, c'est que l'enveloppe et l'enveloppe positive et l'enveloppe négative, ils vont s'interférer. Et donc là, lorsque j'enlève, en fait, lorsque j'applique ce détecteur de crête, en fait, j'obtiens pas mon signal. Donc pour cela, on va avoir besoin de ce qu'on appelle un détection synchrone. Donc cela, c'est lorsque vous avez l'offset qui est égal à 0 et lorsque vous avez le M est égal à 0. Et donc la détection synchrone, ça consiste à placer après la sortie un autre multiplicateur. Et donc on va essayer de multiplier le signal de sortie de départ avec la porteuse donc du départ. Et comme ça, on va avoir en fait c'est-à-dire une composition de signaux qui ont des fréquences donc oméga, 2F1, 2F2 et 2F. Et donc lorsque je trace le spectre, donc j'obtiens ça. Mais en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est ma fréquence de départ, le oméga, le petit oméga de W, donc de mon signal de départ. Donc là, je vais appliquer un passe bas, c'est-à-dire qu'il va enlever les hautes fréquences, et donc je récupère que mon signal de départ. Et pour cela, il faut utiliser un filtre passe bas, donc un filtre RC.